Dans une précédente vidéo, on vous a parlé des plantes avec les capacités les plus folles. Qu'en est-il du monde animal? Arracher un arbre grâce à une force herculéenne, des sens ultra développés, contrôler l'électricité ou même disparaître complètement dans son environnement. C'est juste la routine pour eux. Mais c'est pas arrivé du jour au lendemain. Ils ont développé ça et l'ont transmis de génération en génération. C'est le principe de la théorie de l'évolution. Créer un être parfaitement adapté pour survivre. Et pour ça, tous les moyens sont bons. Savoir faire repousser ses membres, vivre sans son cœur ou même carrément devenir immortel. Comment faire repousser ses membres? L'homme est prêt à faire beaucoup de choses pour acquérir une telle capacité, et parfois c'est pas très joli. On a l'exemple d'un camp de concentration dans lequel les médecins tentaient des expériences sordides. Prélever des os ou des membres à des prisonniers de guerre encore vivants pour ensuite les transplanter à des personnes amputées. Le but était de reconnecter les muscles et forcer le nerf à se régénérer. Ça n'a donné aucun résultat et 11 personnes ont perdu la vie. Pourtant, il y avait des pistes bien plus évidentes à expérimenter, comme les lézards. C'est carrément leur système de défense. Lorsqu'ils sont poursuivis par un prédateur, ils peuvent détacher leur queue volontairement pour faire diversion et s'enfuir. Dans les jours qui suivent, les cellules de la peau vont venir refermer la plaie pour empêcher les infections de pénétrer. La différence, c'est que chez eux, la croûte va devenir de plus en plus épaisse, jusqu'à devenir tellement grosse que ça finit par ressembler à une petite boule. Pourquoi elle grossit autant? Parce que le corps va envoyer toutes les cellules disponibles à cet endroit. Ça va créer une zone très dense qui va faire enfler la plaie. Mais pour réussir à reconstruire un membre, ça ne va pas suffire. Il nous faudra quelque chose de spécial. Des cellules souches. Ce sont celles qu'on trouve chez les embryons et qui en évoluant vont former n'importe quelle partie de l'organisme. Du coup, elles peuvent recommencer et reconstruire ce qui a été détruit. Chez la plupart des espèces, l'adulte n'en a quasiment pas. Et une fois transformé, c'est définitif. Un neurone ne pourra pas revenir en arrière et former une cellule musculaire. C'est là où le lézard nous surpasse tous. Il peut ordonner à l'amas de cellules de revenir à l'état de souche. On appelle ça la dédifférenciation. Besoin de reconstruire un muscle? Pas de souci, elles peuvent le faire en formant des fibres. S'il nous faut plutôt une structure pour organiser les différentes souches de cellules, alors elles deviendront des fibroblastes, servant ainsi d'échafaudage pour permettre la bonne croissance des autres cellules. Elles peuvent même devenir des neurones pour reconstruire les nerfs arrachés. Petit à petit, la queue va prendre forme, les os et le cartilage vont commencer à se reconstruire jusqu'à en obtenir une nouvelle. Suivant les espèces, il faut compter entre quelques semaines et 2 mois pour une guérison totale. Mais qu'est-ce qui se passe si c'est une patte qui est arrachée? Là, c'est foutu. Ils sont incapables de faire la même chose sur une autre partie, et on ne sait pas vraiment pourquoi. Pourtant, un autre vertébré en est capable, avec n'importe quelle partie de son corps. Doigts, pattes, queue, même sa colonne vertébrale, son cœur ou un morceau de son cerveau, un vrai Deadpool. Son mécanisme de guérison est le même que pour le lézard, mais il peut se déclencher partout, ça pour 2 raisons. Déjà, un ADN 10 fois plus long que celui de l'homme. On a du mal à l'étudier, mais on pense que c'est grâce à ça que son pouvoir est aussi puissant. L'autre, c'est une molécule présente chez tous les êtres vivants. Elle régule la croissance des cellules et la synthèse de nouvelles protéines. Chez lui, elle est hypersensible. Dès qu'une blessure se produit, elle se suractive, produisant beaucoup plus de protéines que nécessaire. Comment tout ça s'est mis en place chez lui et pas ailleurs? Là aussi, on n'a que des suppositions. Une des pistes explorées est que l'axolote qu'on connaît est en réalité seulement le bébé d'une salamandre. Dans de bonnes conditions, il est censé quitter le milieu aquatique, perdre ses branchies et se déplacer sur Terre. Mais si les conditions ne se présentent pas, il restera à l'état de larve. C'est comme si une grenouille restait sous forme de tétard toute sa vie, mais avec la capacité de se reproduire. On appelle ça la néoténie. C'est un zoologiste français qui a découvert le phénomène. Les premiers axolotes importés en Europe sont arrivés au Jardin des Plantes à Paris. Sauf que sur place, ils ne ressemblaient pas à l'animal qu'on avait mis dans la boîte. Plus de bronchies, plus de nageoires à l'arrière, et ils avaient même développé des paupières. C'est le fait de passer sa vie sous cette forme de larve qui pourrait être la cause de sa capacité de guérison. Quelle que soit l'espèce, c'est toujours plus rapide chez les jeunes. Il a simplement boosté ça au maximum pour survivre dans son environnement naturel. À cause de cette particularité unique, impossible de reproduire le mécanisme sur l'homme. En fait, une théorie voudrait qu'on soit aussi à l'état de néoténie. Nous n'avons pas développé l'agilité, la force et la fourrure des grands singes. Il nous faut aussi plusieurs années pour être indépendants et se débrouiller sans nos parents, alors que pour les animaux, il suffit souvent de 2 ou 3 mois. On serait resté bloqué, nous permettant de développer notre intelligence, notre super pouvoir à nous. Les chercheurs essayent donc de reproduire la guérison de l'axolote chez l'être humain. Si on y arrivait, on pourrait venir en aide à des millions de personnes, victimes d'amputations, d'organes défaillants ou même régénérer les neurones perdus pour les personnes tétraplégiques. La vie éternelle. Des moyens de devenir immortel, on en connaît plein. Boire du sang de licorne, se faire mordre par un vampire ou sacrifier des prisonniers Ishbal pour obtenir la pierre philosophale. Dans la vraie vie, c'est un peu plus compliqué. En vieillissant, notre organisme s'épuise et nos cellules se renouvellent moins vite. Même si on ne mourrait pas, on finirait juste allongé dans un lit à attendre que l'éternité passe. Mais s'il y avait un autre moyen, si au lieu de vieillir, on pouvait rajeunir.
revenir jusqu'à notre naissance et reprendre notre vie depuis le début. C'est exactement ce que fait la méduse immortelle. Dans leur cycle de vie normal, celles qu'on voit le long de nos plages vont pondre des œufs. Ils vont flotter et se développer en une larve qui va nager jusqu'au fond marin pour s'accrocher dans le sable ou sur un rocher. Une fois en place, elle va à nouveau changer de forme pour ressembler à un tube, reste dans cette forme et se nourrit grâce à ses tentacules jusqu'à ce qu'elle se sente prête pour continuer son évolution. Et ça peut prendre des années. Qu'est-ce qu'elle attend? Que les conditions de température, la vitesse des courants ou le taux de sel soient optimum. Le but est de protéger sa forme finale qui est plus faible et plus sensible. Si l'eau est trop froide ou trop chaude, elle préférera attendre pour éviter de mourir une fois à taille adulte. Quand le bon moment est arrivé, elle va se multiplier en développant plusieurs méduses en étages les unes sur les autres. Mais attention, ce ne sont pas les bébés de celles plantées dans le sol. Il s'agit de clones miniatures d'elles-mêmes qui vont se détacher un par un pour partir explorer l'océan, grandir et à nouveau féconder d'autres méduses. Pour l'immortelle, c'est pareil à un détail près. Une fois partie explorer les mers, si elle se sent stressée, qu'un prédateur la blesse ou que les conditions dans lesquelles elle vit ne sont pas bonnes, elle va inverser son vieillissement, comme un papillon qui retournerait dans sa chrysalide en attendant de renaître. Elle rajeunit à l'état de polype, puis lorsqu'elle se sent prête, elle renaît à nouveau. Et ça se passe très vite, moins de 48 heures pour retrouver sa forme bébé. Tant qu'elle ne se fait pas manger ou qu'elle n'attrape pas de maladie, elle peut vivre indéfiniment en répétant le cycle. Ça fait plus de 20 ans que les scientifiques cherchent à percer son secret. On a bien quelques pistes, mais on ne comprend pas tout. On sait que ces cellules peuvent perdre leur spécialité pour acquérir de nouvelles compétences. C'est comme si vous aviez des problèmes cardiaques et que vous utilisiez celles de votre estomac pour les remplacer et vous soigner. Les chercheurs ont appelé ça la transdifférenciation. On a donc étudié tout son ADN pour comprendre et on a fini par trouver des gènes responsables du mécanisme. Comment ils s'activent, quelles espèces chimiques sont libérées pour lancer le rajeunissement, tout ça on l'ignore encore. Ça pourrait révolutionner la médecine, mais vous emballez pas trop vite. On cherche pas le moyen de se transformer en fœtus avant de renaître. Si la méduse peut aller jusqu'à là, c'est parce qu'elle a sa phase de polype dans laquelle elle peut rester des années sans bouger. En plus de ça, même à taille adulte, elle ne fait pas plus de 5 mm. Elle a beaucoup moins de cellules à rembobiner que dans nous avec nos 1,70 m de moyenne. Et même si on y arrive, pas sûr que ça soit une bonne idée. Déjà, ça voudrait dire créer des hybrides humains, mi-homme, mi-méduse. Éthiquement, c'est interdit et ça peut être dangereux. Mais en plus, avec les problèmes de surpopulation, ça ne serait vraiment pas une bonne idée. Là où elle peut vraiment nous aider, c'est en médecine régénérative, un domaine où le but est d'apprendre à réparer ou remplacer les organes et les tissus endommagés. On a déjà recours aux greffes ou à l'utilisation de cellules souches pour y parvenir. Mais forcer certaines cellules, voire organes à rajeunir, permettrait de lutter contre le vieillissement, la propagation de cancer ou même réparer les dommages causés par la maladie comme Alzheimer ou Parkinson. Cultiver ces médicaments. Vous ne trouverez pas de mammifère plus lent que le paresseux. 0,24 km/h et ça, c'est quand il est menacé et qu'il doit fuir. Encore plus lent qu'une personne âgée pour traverser un passage piéton. Mais s'il va aussi doucement, c'est pas pour rien. Déjà, être quasi immobile le rend invisible à la plupart des prédateurs. Il est tellement lent que des plantes et des insectes le colonisent. C'est le cas d'au moins 5 espèces de mythes qui font tout leur cycle de vie sur son dos. Il participe même à la création d'un écosystème en fertilisant des organismes qui poussent entre ses poils. La découverte date de 2014. Avant, on pensait juste que son poil avait naturellement une teinte verte pour se dissimuler plus facilement. On s'est demandé à quoi ça pouvait bien lui servir, donc on l'a étudié et on a trouvé 84 espèces de champignons différentes. La plupart n'ont jamais été observées ailleurs dans la nature. Plusieurs ont des propriétés antibactériennes et viennent l'aider à cicatriser plus vite en le désinfectant. Il va aussi en consommer quand il fait sa toilette, profitant d'autres propriétés pharmaceutiques encore plus puissantes. 2 champignons se sont révélés très efficaces pour combattre le parasite responsable de la malaria. 15 ont montré des effets dans la lutte contre le cancer du sein. Mais ce qui a le plus étonné les chercheurs, c'est que 8 étaient très efficaces pour combattre le parasite à l'origine de la maladie de Chagas. Elle touche plus de 6 millions de personnes et peut entraîner la mort sans même que les victimes ne s'en rendent compte, car aucun symptôme visible ne se déclenche. C'est d'ailleurs ce qui aurait causé la mort de Darwin, mais à l'époque, impossible d'en connaître la cause. En quelques mois, le parasite va se répandre dans le corps, infectant les cellules pour se multiplier et les détruire. Et ensuite, plus rien. Pendant 10 à 30 ans, les victimes ne ressentent aucune douleur, pas de vertige. Le parasite se répand dans les organes, entraînant des liaisons au cœur, au système digestif ou nerveux. Les organes finissent par lâcher et un tiers décèdent sans même savoir qu'elles étaient malades. Pour les autres, les dégâts sont trop graves et nécessitent des traitements à vie. Aujourd'hui, l'OMS recommande 2 médicaments pour lutter contre, mais ils ont de gros effets secondaires. Éruptions cutanées, douleurs, risques intestinaux et même déclenchement de troubles psychologiques. Aujourd'hui, les gouvernements préfèrent éradiquer la tique qui transmet la maladie plutôt que d'investir dans les soins, parce que ça revient bien plus cher. Trouver un nouveau traitement pourrait donc aider des millions de personnes. Et si le paresseux ne peut pas résoudre le problème, d'autres animaux peuvent apporter la solution.
Le survivant ultime. Si vous avez déjà joué à Fallout, vous savez qu'un râteau peut vous tomber dessus n'importe quand, vous refilez plein de maladies, mais surtout que c'est moche. Eh ben pas de bol pour le râteau glabre, mais il a exactement la même tête. Dire que je le trouvais trop mignon dans Kim Possible. Mais pas beau, ça veut pas dire faible, il est plein de surprises qui épatent les scientifiques. Déjà, c'est la seule espèce de mammifère qui vit comme les fourmis et les abeilles, en colonie de centaines d'individus gouvernés par une seule reine. Mais on a aussi découvert qu'il était insensible à la douleur. On lui a injecté de la capsaïcine directement dans le muscle, aucune réaction. En fait, on s'est rendu compte que son corps ne produisait pas de substance P, un neurotransmetteur qui régule la transmission de la douleur dans le corps. Encore plus fort, il n'a pas besoin de respirer. Bon, ok, j'abuse peut-être un petit peu. Lorsqu'il se retrouve dans un environnement privé d'oxygène, il va faire comme tous les êtres vivants, s'évanouir. Si ça vous arrive et que vous restez dans cet état 4 minutes, ça va entraîner des séquelles cérébrales permanentes. Plus longtemps, et c'est la mort assurée. Lorsque ça lui arrive, il va rester inconscient pendant 18 minutes. Sa respiration stoppe totalement et son rythme cardiaque diminue au point d'être quasiment indétectable. Comme dans un film où James Bond utilise cette technique pour se faire passer pour mort. Dès que l'air circule à nouveau, il se réveille et reprend sa vie comme si rien n'était. Comment il peut faire ça? Il s'est parfaitement adapté à son environnement. Il passe sa vie sous terre à un niveau d'oxygène très bas et s'entasse à plus de 50 dans des salles pas plus grandes qu'un ballon de rugby. Difficile de respirer dans ces conditions. En temps normal, le fructose dans notre organisme va aller dans le foie pour réagir avec des protéines et de l'oxygène et former du glucose, nécessaire au bon fonctionnement de notre corps. Mais dans son cas, lorsqu'il a plus d'air, il l'envoie directement dans le cerveau. Là-bas, il a des cellules spéciales capables de l'utiliser directement. Pas besoin d'oxygène pour y arriver et ça lui permet de maintenir une activité suffisante pour rester en vie. Quand tout redevient normal, il repasse sur le fonctionnement de son foie et reprend sa vie. C'est un mécanisme qui n'a été observé chez aucun être vivant et c'est pas son seul pouvoir. Il ne vieillit pas. Promis, cette fois, c'est pas exagéré. On le disait tout à l'heure, avec l'âge, notre système immunitaire devient moins efficace. Les maladies apparaissent plus facilement et on guérit plus lentement. Les cellules de notre corps ont aussi plus de mal à régénérer, augmentant l'apparition de tumeurs et de troubles psychologiques. On estime que ça commence vers la moitié de notre espérance de vie, doublant le risque de mortalité tous les 8 ans. Sauf que chez lui, rien. Son organisme ne se dégrade pas de sa naissance jusqu'à sa mort. Les organes ne faiblissent pas et les performances physiques ou intellectuelles non plus. Juste un petit coup de mou quelques mois avant la fin. Pour nous, ça voudrait dire être capable de courir un marathon à 80 ans comme si on en avait toujours 20. Je sais pas pour vous, mais moi je signe direct. D'après le principe d'équivalence de Full Metal Alchemist, maintenir son organisme à plein régime, ça doit quand même avoir un coût. Un apport de nourriture plus important ou une espérance de vie plus faible peut-être. Même pas. De tous les rongeurs, c'est lui qui vit le plus longtemps. Un lapin nain qui fait à peu près la même taille et le même poids vit en moyenne 8 à 10 ans. Le ratopnu, c'est plus de 30 ans. Comment il fait ça? On a plusieurs théories, mais pas de réponse sûre. Déjà, il passe sa vie dans ses galeries. Il est donc moins exposé aux dégâts causés par le soleil. Le faible taux d'oxygène dans ces galeries réduirait aussi la dégradation des cellules. Mais la raison la plus probable, c'est le mécanisme qu'il a mis en place pour protéger sa peau. Pour éviter de se blesser contre la roche en creusant, il l'a rendue plus élastique. Pour y arriver, il sécrète de l'acide hyaluronique, le même qu'on trouve dans les crèmes de beauté et que notre corps fabrique. On le trouve dans nos articulations pour les lubrifier, mais aussi dans notre peau. Il a la capacité d'absorber 1000 fois son poids en eau. C'est ça qui permet de la garder hydratée. Sans ça, des crevasses s'ouvrent à chaque mouvement car elles seraient trop sèches. Une bonne teneur permet d'avoir une peau suffisamment souple pour éviter les rides, mais aussi qui cicatrise plus rapidement. Et lui, il en a 5 fois plus que nous. Quel rapport? Il en aurait tellement que ça protégerait aussi ses cellules, le rendant totalement immunisé au cancer. C'est ça qui intéresse le plus les scientifiques. D'autres mécanismes seraient en jeu, comme par exemple sa faculté à régénérer ses neurones. C'est le seul mammifère capable de faire ça. D'autres études laissent à penser que sa séquence ADN est plus longue que la normale pour éviter la création d'erreurs lors de la division cellulaire, et donc la formation de tumeurs. Des animaux avec des pouvoirs de guérison aussi puissants, il y en a encore beaucoup, comme cette limace de mer qui vit dans l'océan Indien, capable de s'auto-décapiter. Ça n'a pas l'air très utile comme ça, mais ça lui permettrait de se débarrasser des parasites présents dans son corps. Elle utilise la chlorophylle des algues qu'elle mange pour faire de la photosynthèse et rester en vie en attendant que son cœur et le reste de son corps repoussent. Et il y a encore plus fou dans le monde animal. Contrôler l'électricité, maîtriser l'hypnose, être indestructible. Si vous voulez en découvrir d'autres, dites-le nous en commentaire. Étudier et apprendre de notre environnement et de ceux qui y vivent peut nous permettre d'encore évoluer, mais surtout de combattre les pires maladies. Ma grand-mère de 97 ans est en très bonne santé, mais elle est atteinte d'Alzheimer. Je voulais faire cette vidéo pour elle, mais aussi car j'ai toujours eu une fascination pour les méduses avec qui j'ai vécu de sales aventures. La nature est remplie de choses étonnantes qu'on se fera une joie de partager et d'étudier avec vous.